un nouveau update lecture. Donc c'est les lectures que j'ai faites début juin. Il y en a peut-être le premier que j'avais commencé fin mai. Le premier vous l'avez déjà vu d'ailleurs si vous avez vu mon deuxième update lecture pour la fantasy, puisqu'il s'agit de Red Rising, le tome 1 de Pierce Brown. Et si vous avez vu mon update lecture de la fantasy, vous savez que si vous le voyez dans un autre update lecture, c'est que je l'ai abandonné, parce que sinon j'aurais fait une vidéo complète sur la saga. Donc dans ce livre on suit Darrow qui vit sur Mars. En fait il vit dans les profondeurs de Mars parce que c'est une dystopie, et dans ce monde là il n'y a pas que la Terre qui est peuplée, il y a aussi la Lune et Vénus et peut-être d'autres planètes, je sais plus trop, qui sont peuplées. Les humains vivent sur ces planètes aussi parce que la Terre ne suffisait plus, il y avait trop de monde en fait. Et donc la société est divisée en castes, chaque caste a une couleur. Darrow appartient à la caste des rouges qui est l'une des plus basses, si ce n'est la plus basse caste de la société. Et donc lui et son clan, enfin sa caste, ils sont chargés d'extraire un minerai des profondeurs de Mars qui est destiné à aider à rendre Mars habitable. En fait c'est comme ça qu'on l'a représenté, ils sont un petit peu des pionniers. Et ils vivent dans des conditions absolument détestables, enfin, c'est misérable, c'est une catastrophe. On en a vu des dystopies où les conditions de vie des personnages sont vraiment pas cool, notamment dans Hunger Games, ils sont obligés quand même de se battre jusqu'à la mort, mais là c'est pire, c'est un régime vraiment totalitaire et vraiment extrémiste, c'est limite du terrorisme parce que à la moindre petite erreur, si tu enfreins la moindre petite règle, bah t'es condamné à mort. Voilà, c'est sympa, n'est-ce pas? Et donc Darrow il vit là, il a une assez bonne place dans cette caste, mais bon, avoir une assez bonne place dans une caste misérable, c'est pas non plus la loi. Et j'ai dit dans l'update de fantasy que j'avais l'impression au début de lire un espèce de mix de toutes les dystopies que j'avais lues jusqu'à présent. Alors plus on avance dans le livre, et moins c'est vrai, en tout cas moins j'ai eu cette sensation, plus le monde devient propre à lui et plus il y a une identité au livre et à l'auteur qui font que on a moins cette sensation, en tout cas j'ai eu moins cette sensation. Donc ça c'était plutôt cool. J'ai quand même abandonné le livre assez tard, je l'ai abandonné à la page 203. Et donc l'histoire, on sent dès le début, comme dans la plupart des dystopies, qu'il va y avoir une rébellion à un moment donné ou à un autre. Ce qui est cool, c'est que ça vient pas du personnage principal, c'est pas Darrow qui se dit ouais j'en ai marre, moi je veux que ça s'arrête. Non, ça vient pas de lui, c'est un peu plus subtil que ça et c'est amené différemment et j'ai beaucoup aimé. Et donc ensuite la rébellion va commencer. Je peux pas trop en dire parce qu'il y a un espèce de twist dès le début du livre qui fait que si je vous en dis trop, vous allez pas, enfin, vous allez deviner ce twist et cet effet scénaristique un petit peu. Du coup, ce serait dommage. Mais donc voilà. Et ensuite, la rébellion va se mettre en place et on va découvrir vraiment comment le monde est constitué et tout et tout. Alors en fait, la première chose qui m'a dérangée, c'est que ça fait trop d'un coup. Enfin, un premier tome, c'est destiné à introduire le monde et l'univers et comment ça fonctionne. Et là, on a trop d'infos. En tout cas, moi, je me suis retrouvée perdue au milieu de toute cette organisation avec les couleurs, les castes et les gens et tout et tout, enfin ça faisait beaucoup d'informations et j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais ce qui a fait que j'ai abandonné le livre. Je peux quand même vous conseiller cette saga, je suis sûre que c'est une très bonne saga, c'est juste qu'en lisant cette saga j'ai eu la même sensation et la même impression que j'ai eu quand j'ai lu Le Labyrinthe de James Dashner et La Cinquième Vague de Rick Yancey. En fait ce sont donc ces deux sagas là et celle-ci, ce sont trois sagas que beaucoup de monde aime, que beaucoup de monde recommande, on dit que c'est génial, on dit que c'est cool, et du coup je finis par les lire en me disant bah ouais ça va être cool. Sauf qu'avec moi ça le fait moyennement, je passe pas un super moment. Le Labyrinthe, j'ai lu les 4 tomes entiers et je suis dégoûtée. Je crois que c'est l'une des sagas qui m'a le plus déçue. J'ai eu aucune des réponses que je voulais pour le Labyrinthe, j'ai été extrêmement déçue. Et la cinquième vague, j'ai fini par abandonner le troisième tome parce que je n'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être prise pour une conne en fait et ça m'a saoulée autant par l'auteur que parce que j'attendais en fait. Avec tous les avis que j'avais eu avant, je m'attendais à un truc vraiment cool et en fait c'était pas si génial que ça. Donc là j'aurais pu finir le premier tome, j'aurais peut-être même pu aller jusqu'à lire le deuxième voire le troisième tome, mais j'aurais eu toujours ce sentiment de c'est pas ce que je veux et j'ai pas les réponses que je veux et ça se passe pas comme je veux et ça me plaît pas vraiment. Du coup voilà, lire un tome et une saga juste parce que tout le monde l'aime et tout le monde dit que c'est génial alors que pour moi ça ne le fait pas, bah c'est pas suffisant comme raison pour continuer. Du coup j'ai préféré arrêter là, voilà, j'aurais peut-être aimé cette saga là, non même pas, j'allais dire que j'aurais peut-être aimé cette saga là si j'avais pas vu autant d'avis positifs dessus, mais je pense même pas, ça le fait pas avec moi, je peux pas l'expliquer. Il y a des livres que j'aime énormément et que je peux pas expliquer pourquoi je les aime et pourquoi c'était aussi génial et pourquoi j'ai autant apprécié, et bah là je peux pas vraiment expliquer pourquoi ça le fait pas. C'est peut-être une succession de petites choses et de petits détails dans le livre qui font que mis bout à bout ça fait trop et au bout d'un moment je ne peux pas. Enfin voilà, j'ai pas vraiment aimé cette histoire. Le personnage de Darrow est assez sympa, mais au bout d'un moment, il est assez relou aussi parce qu'il nous répète toujours les mêmes choses. J'ai eu cette sensation
comme dans les contes pour enfants où l'auteur va insister encore et encore sur certains détails et certaines choses pour faire passer un message. Comme ce sont des livres destinés à des enfants, les contes en général, on comprend qu'il insiste pour que les enfants ils comprennent bien. Mais des fois, quand c'est des messages avec lesquels je suis pas d'accord, déjà ça m'énerve. Mais là, c'est destiné aux adolescents, donc t'as pas besoin d'insister encore et encore. C'est bon, on a compris. On a bien compris que c'était de la merde, on a bien compris que sa vie c'était pourri, on a bien compris que le monde c'était merdique. Passe à autre chose. Enfin, je veux dire, avance et arrête avec des détails pourris, ça me saoule. Donc le personnage a 16 ans. Et il est marié dès le début du livre, c'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Et il y a toute une histoire avec sa femme et son mariage et tout et tout. On a compris, c'est bon. Enfin voilà, ça m'a vraiment vraiment saoulée. Du coup, j'ai préféré arrêter ma lecture et passer à autre chose qui m'intéressait plus. Et d'ailleurs, mes lectures d'après, exception faite, enfin non, pas mes lectures d'après, mes lectures que je suis en train de faire maintenant sont beaucoup mieux parce que les 2 prochains livres, c'était pas trop ça non plus. Mais voilà, si vous voulez essayer, allez-y. Mais moi, j'ai pas autant aimé que les autres personnes ont pu aimer. Le deuxième que j'ai lu ensuite, ou en parallèle, je ne sais plus, c'est Draken de Gala de Spax. Donc j'ai abandonné ce livre également, mais je vais le garder parce qu'il m'a été dédicacé. Du coup, ce serait débile de m'en séparer, n'est-ce pas? Donc je l'ai arrêté à la page 33 et je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé et je pense que ça suffira pour expliquer le pourquoi j'ai abandonné. Donc on va rencontrer, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. On va rencontrer une journaliste qui est chargée d'interviewer un loup-garou. Les êtres humains viennent de découvrir que depuis des années et des années, ils vivaient avec des loups-garous dans leur quotidien. En fait, ils viennent de découvrir que ça existait. Et du coup, ils commencent à avoir un peu peur. Ils se disent c'est quoi ce délire? Est-ce qu'ils vont nous manger? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont violents? Et du coup, il y a un des loups-garous qui a accepté de répondre aux questions de cette journaliste pour prouver aux humains qu'ils sont pas méchants et qu'ils vont pas les manger, que ça fait des années qu'ils vivent ensemble et qu'il ne s'est jamais rien passé de très surprenant et que donc on peut continuer comme ça. Du coup, elle va chez lui. Déjà, elle va chez lui habillée en mini-jupe et en corset, rouge et noir, je crois, de mémoire. Jusqu'ici, rien de surprenant. Enfin, je veux dire, la fille, elle s'habille comme elle veut. Ce qui m'a dérangé, c'est que c'est son patron qui l'a habillée comme ça et qui lui a dit tu vas t'habiller comme ça pour aller chez lui. Mec, c'est à quoi ça sert? Enfin, je veux dire, qu'elle soit en jean ou en jupe, ça change rien à sa vie. Mais bon, déjà, ça m'a passablement agacée. Ensuite, elle débarque chez lui, elle découvre qu'il tient une espèce de maison, une espèce de refuge en fait, parce que les loups-garous à l'adolescence, enfin, toutes leurs conditions de loup-garou va se révéler quand ils sont adolescents. Et donc les adolescents ne savent pas trop comment gérer ça, ils deviennent un petit peu agressifs et les parents sont pas trop famille-famille, les loups-garous bizarrement. Du coup, les parents envoient leurs enfants loups-garous à ce monsieur qui est aussi un loup-garou pour qu'il les canalise et en face de gentils loups-garous en fait, une fois qu'ils sont devenus adultes. Et donc elle va rencontrer ce charmant monsieur qui est ce qui ne gâche rien, plutôt mignon, plutôt sexy, enfin plutôt riche, plutôt voilà, bien habillé. Donc elle commence à lui poser ses questions, il répond plus ou moins à ses questions, c'est assez bizarre comme conversation. Ensuite il lui propose de lui faire visiter sa maison. Donc il visite la maison, elle découvre qu'il y a également un bébé dans l'une des chambres, un bébé de quelques semaines ou de quelques mois, je ne sais plus, qui est là aussi parce que c'est un loup-garou et que donc il l'a recueilli aussi. Ils arrivent inévitablement dans la chambre du gars de la maison là, et là, une chose en entrant dans une autre, ils finissent par coucher ensemble. Encore une fois, c'est pas ça qui m'a dérangé, hein, voilà, elle fait ce qu'elle veut, elle couche avec un inconnu si elle a envie, enfin je veux dire, moi ça me dérange absolument pas. Et juste après qu'ils aient fini leur truc là, il commence, enfin lui, il lui dit directement je t'aime, tu es la femme de ma vie, je veux des enfants avec toi. Mec, tu la connais depuis 2 heures, que tu couches avec elle, ça peut déjà paraître bizarre, mais t'es pas obligé de lui balancer ça juste après, enfin voilà. En plus, elle aussi, elle se met à lui confier des choses, à lui raconter sa vie, des choses qu'elle a dites à personne. Meuf, tu le connais depuis 2 heures, t'es pas obligé de lui raconter ta life non plus. Mais bon, tu fais. Jusque là, je me disais, ok, d'accord, c'est bon, ils font ce qu'ils veulent, je ne juge pas trop. Ensuite, donc c'est le soir, elle a débarqué dans l'après-midi et là on est le soir et oups, ils avaient oublié tous les deux que c'était la pleine lune. Du coup le gars il va se transformer en loup-garou. Alors là il y a 2 choses qui m'ont dérangé. À quel moment le loup-garou en question oublie que c'est la pleine lune alors qu'il est loup-garou depuis sa naissance et que donc il se transforme à chaque pleine lune. Et à quel moment toi en tant qu'humaine qui a peur des loups-garous, qui ne sait pas exactement comment ça va se passer et qui y va pour leur laisser une chance à eux de prouver qu'ils sont pas méchants, tu y vas un jour de pleine lune. Déjà, bon bref, elle se rhabille, elle s'en va. Mais une fois dehors de la maison, elle se rend compte qu'elle a oublié son sac à main et ses affaires. Du coup, elle retourne dans la maison, pleine de loups-garous en train de se transformer, chercher ses affaires. Et là, elle peut pas s'empêcher d'aller vérifier dans la chambre du bébé que le bébé va bien. Et elle trouve toute la meute de loups-garous autour du berceau du bébé et elle se dit oh là là, ils vont le manger. Pas trop compris son raisonnement, mais elle se dit qu'ils vont le manger. Du coup, hop, là comme ça, elle trouve une épée qui est accrochée au mur. Donc voilà, hein. Elle chope l'épée, épée qui est évidemment une arme mortelle pour les loups-garous, et elle va massacrer à elle toute seule toute la meute de loups-garous sans qu'elle-même n'ait une seule égratignure.
Donc là déjà j'ai commencé à me dire ok d'accord, c'est bon, vous prenez pour une conne, en fait c'est pas possible. Et ce qui m'a fait refermer le livre et dire non je peux pas, je suis désolée mais là ça fait trop, c'est que ensuite elle va se pencher au-dessus du berceau du bébé et se rendre compte que oups bah oui, lui aussi il est en train de se transformer en loup-garou parce que lui aussi c'est un bébé, donc en fait c'est un bébé loup-garou, donc ils allaient pas le manger, tu vois. Donc là je me suis dit ok c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai été un peu plus loin que ça mais je pouvais pas. En fait le problème c'est que comme je l'ai dit, une fois que je me pose la question de est-ce que je continue ou pas, je vais continuer à relever que les choses négatives et là il y en a tellement que je ne peux pas. Donc dans cette dédicace elle me dit bienvenue dans son univers, l'auteur, et ben, je suis désolée mais j'ai pas du tout adhéré à son univers et j'ai pas du tout compris sa manière de raconter l'histoire. Enfin, peut-être que s'il y avait qu'une seule ou deux de toutes ces choses bizarres auxquelles j'ai pas compris, j'aurais pu continuer le livre, j'aurais pu passer au-dessus, mais il y a beaucoup trop, je ne peux pas, j'ai pas compris. Donc, tant pis, mais je suis passée à autre chose. Ensuite, j'ai commencé un livre qui me faisait très très peur de par son écriture. Je vais en parler avant de vous le montrer et c'est volontaire. Je sais, ça m'agace aussi quand les gens ils parlent d'un livre alors que je sais pas de quoi ils parlent. Mais en fait, j'avais peur de l'écriture. Et quand je sais que je vais lire un livre avec une écriture travaillée, c'est un livre où l'auteur a pris soin d'écrire et a porté une attention particulière à l'écriture, j'ai toujours peur que dans le livre, l'écriture est plus d'importance que l'histoire et que j'ai le sentiment que l'auteur a écrit un livre pas pour raconter une histoire, mais pour écrire bien et me prouver qu'il sait bien écrire et jouer avec les mots et blablabla, et ça m'agace. Alors j'ai rien contre les belles écritures, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que pour moi, le but premier d'un livre, c'est de raconter une histoire et pas de me montrer que l'auteur il sait bien écrire avec des jolis mots. Du coup, j'ai toujours cette peur quand j'attaque un livre et que je sais que l'écriture est travaillée. Mais là, au début, j'ai vraiment beaucoup aimé et sur la fin, ça m'a un peu saoulée. Donc, le livre, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, ou Coelho, je ne sais jamais. J'avais jamais lu de Paulo Coelho et j'avais hâte. J'ai acheté ce livre d'occasion parce qu'il est dans cette magnifique édition de Flammarion Jeunesse. Donc, il y a des dessins. Je ne suis pas très très fan des dessins, mais il y a des dessins. Voilà. Et donc ça va nous raconter l'histoire de Santiago. Santiago est un berger, il vit en Andalousie et donc il voyage en Andalousie de village en village avec son troupeau et avec ses bêtes. Et l'histoire démarre, donc voilà, on le découvre dans son quotidien avec son troupeau et tout, il est tout seul. En fait, il a choisi ce métier pour voyager, c'était sa volonté quand il était petit. Et ensuite, donc ça se passe en Andalousie au début, et ensuite on va le suivre à travers son voyage. Il va traverser le détroit et rencontrer d'autres gens, apprendre l'arabe et tout et tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. Ça nous parle d'humanité, de rencontre avec un étranger. Il y a aussi le fait qu'un étranger peut te voler et te faire des choses pas très cool, mais il y a aussi le fait qu'un étranger peut t'aider, t'apprendre la langue, te donner un travail, te donner une maison, de l'argent, enfin t'aider au quotidien à manger, tout ça. Donc voilà, il y a ces deux parallèles là qui sont faits et c'est un livre très humain. Et ce qui m'a fait un petit peu grincer des dents à la fin et qui a fait que j'ai moins aimé ma lecture, c'est que au début on a ce sentiment de il faut faire attention aux signes, il y a des choses qui se passent et qui sont des signes et auxquels il faut porter attention. Ok, je suis pas contre ça vraiment, sauf qu'au bout d'un moment l'auteur est en train de nous expliquer que le moindre petit truc qui se passe est un signe. Non, enfin je veux dire, c'est pas ma croyance personnelle que rien ne soit un signe. Je crois au fait qu'il y a certaines choses qui sont des signes, mais tu peux pas me dire que tout ce qui se passe dans ma vie au quotidien est un signe. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, le fait que je voie un escargot traverser la route devant moi le matin, c'est pas un signe. C'est juste que l'escargot, il est là, il se balade. Enfin, voilà, c'est un exemple bidon que j'ai pris comme ça. Mais voilà, au bout d'un moment, ça m'a saoulé en fait, au bout d'un moment, le fait de faire attention aux signes et les signes de la vie quotidienne prennent le pas sur l'histoire. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé en fait. Mais par contre, le message humain est très beau dans ce livre. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a à la fois une préface et un prologue, ce qui fait que j'ai compris la différence entre un prologue et une préface, n'est-ce pas? Donc le prologue, c'est... non, la préface, c'est l'auteur qui nous explique ce qu'il a voulu faire avec ce livre, donc l'alchimiste, comment l'idée lui est venue, qu'est-ce qu'il nous raconte, quelle est la part de son histoire personnelle dedans. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il cite dans cette préface le pèlerin de Compostelle. Il dit que c'est très différent ce qu'il a fait dans le pèlerin de Compostelle et dans l'alchimiste, et j'ai le pèlerin de Compostelle dans ma palle que j'avais acheté avant celui-ci d'ailleurs. Du coup, j'ai trouvé ça cool. Et après, on a le prologue qui va revenir sur ce qu'est un alchimiste. Et il y a aussi une petite référence à la légende de Narcisse et tout et tout. Et ensuite, on a l'histoire de Santiago qui démarre. Donc, j'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont c'est écrit parce qu'on sent que c'est une écriture travaillée, mais ça reste une écriture simple. Ça se lit très facilement et les messages humains sont vraiment bien. Et j'ai vraiment aimé. Sauf qu'au bout d'un moment, les signes, ça m'a vraiment saoulé. C'est dommage que ça m'ait saoulé à ce point-là.
mais ça reste quand même une belle lecture et je pense que ça reste quand même un livre et un classique qu'il faut lire parce que oui, je considère l'Alchimiste comme un classique, tout comme le Pèlerin de Compostelle d'ailleurs. Enfin, le dernier, c'est un recueil de nouvelles. J'en lis extrêmement peu. Je crois d'ailleurs que c'est le seul que je lis chaque année parce qu'il me permet de faire une bonne action. Et si vous ne connaissez pas ce livre ou que vous ne l'avez pas acheté, je vous invite à le faire vraiment. Donc c'est très à table. Le livre qui est édité chaque année pour les Restos du Cœur. Donc c'est écrit en haut là, un livre acheté, 4 repas distribué, donc ça coûte 5 euros, voilà, et ça permet de faire une bonne action. Les bénéfices sont pour le Resto du Cœur évidemment, et donc chaque année 13 auteurs écrivent une petite nouvelle autour d'un même thème pour faire ce livre et pour que les bénéfices aillent au Resto du Cœur. Donc chaque année je l'achète et là je me suis décidée à le lire. Du coup je vais revenir très rapidement sur chacune des nouvelles. Donc la première c'est un joyeux non-anniversaire de Françoise Bourdin parce que le thème de cette année, enfin de 2017, c'était l'anniversaire. Donc Françoise Bourdin, ma grand-mère en lit beaucoup, je vois ses livres passer assez régulièrement, mais j'en ai jamais gardé un seul parce que ça ne m'a jamais spécialement attirée. La nouvelle était sympa, mais je n'achèterai pas du Françoise Bourdin. Peut-être que la prochaine fois que ma grand-mère me donne un Françoise Bourdin, je le garderai et j'essaierai de le lire. C'est un peu le même genre d'histoire, le même style que Daniel Steele, mais Daniel Steele a pour moi ce petit truc en plus qui fait que j'aime chacune de ses histoires et chacune de ses héroïnes, et je ne pense pas que Françoise Bourdin en soit capable. Voilà, c'est une histoire sympa, mais pas génialissime non plus. La deuxième, Maxime Chatham, Le chemin du diable. J'ai découvert Maxime Chatham dans l'édition 2016 et j'ai décidé de lire du Maxime Chatham suite à la nouvelle qu'il avait écrite dans l'édition de 2016. Là, c'est une nouvelle fois géniale. J'ai adoré cette nouvelle. La fin est juste géniale. Tellement géniale que je pensais avoir deviné la fin et en fait, j'avais été trompée. Donc, c'est plutôt cool. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je lise le livre que j'ai de lui, enfin le thriller que j'ai de lui, même si j'ai été déçue par Autre Monde. La troisième, c'est François Despenoux, 100 ans et toutes ses dents. Je connaissais pas du tout François Despenoux. C'est le premier à avoir écrit sur le fait qu'un personnage fête son 100e anniversaire parce qu'il y en a 2 ou 3, je crois, qui ont écrit sur ce thème-là. Et ça m'a rappelé le genre d'histoire qu'écrit Cécilia Ahern. Donc Cécilia Ahern, si vous ne connaissez pas et si ça ne vous dit rien, c'est l'auteur de PS I Love You qui a été adapté en film. Donc PS I Love You, si vous avez vu le film, vous savez que c'est une très belle histoire d'amour. Mais le livre m'a particulièrement agacée, et d'ailleurs j'ai essayé de lire un autre, Cécilia Ahern, et en fait c'est le genre d'histoire, et c'est le cas pour cette nouvelle-là, où l'histoire a l'air sympa, mais autour d'un personnage principal absolument détestable, ce qui fait que c'est un paradoxe gênant, et moi j'arrive pas à lire des livres où les personnages principaux j'ai envie de les baffer, enfin, où ils sont vraiment détestables, c'est vraiment pas sympa. Alors dans PS I Love You, on comprend pourquoi elle est dans cet état-là, le personnage principal, mais au bout d'un moment c'est quand même relou quoi. Donc je ne pense pas que je lirai du François Despenoux. Ensuite on a Caril Ferret, Le voilà ton cadeau. Alors là c'est un peu une nouvelle dystopique en fait. On est dans un monde où il y a une banque de bébés qui existe avec des coffres. Et dans les coffres il n'y a pas de l'argent ou des bijoux ou ce que vous voulez, il y a des bébés. Et au début de la nouvelle, donc je vais vous la résumer celle-ci parce que c'est très chelou. En fait au début de la nouvelle on a un homme qui va dans la banque pour voler un bébé. Puis il l'amène à la personne à qui il vendait le bébé en fait. Cette personne récupère le bébé, tue le gars, puis va voir elle-même une personne à qui elle a promis ce bébé, la personne la tue, et ainsi de suite comme ça. Et la fin est juste dingue, enfin je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? L'univers de Caril Ferry a l'air très très chelou. Peut-être que je lirai un de ses livres, mais je suis pas très sûre d'adhérer à son univers pour un livre complet, donc il y a peu de chance. Ensuite, Karine Jevel, J'ai appris le silence. J'ai aussi découvert Karine Jevel dans l'édition 2016, mais pour le coup j'ai lu un de ses livres entre temps. Faudra que j'en lise d'autres. Cette nouvelle était juste géniale. En fait, en une quinzaine ou une vingtaine de pages, elle arrive à nous faire changer d'avis 2 fois. C'est-à-dire qu'au début, on se dit non mais le personnage principal il fait un truc pas très cool. Enfin moralement ce qu'il fait c'est vraiment pas cool. Je vais pas vous le dire parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais moralement ce qu'il fait c'est pas cool. Et puis ensuite on comprend que ah ouais d'accord, moralement c'est pas acceptable, mais c'est excusable parce que quand même t'as des raisons de le faire. Ok mon gars. Et à la fin on croit que et en fait non, et on se dit non, la fin est injuste, la fin est horrible cette nouvelle. Vraiment c'est une catastrophe. Mais voilà, j'ai un autre Karine Jebel dans ma palle et je vais le lire. Oh, vraiment, il faut que je le lise. Et si vous avez jamais lu Karine Jebel, et bah je vous la conseille. Et je ne vous conseille pas grand auteur de policier ou de thriller. Ouais, hein. Ensuite, Alexandra Lapierre, Tu mens ma fille. Donc là c'est la deuxième nouvelle qui parle d'une personne qui fête son centenaire. Sauf que cette personne a passé toute sa vie à mentir sur son âge, ce qui fait qu'elle sait qu'elle a 100 ans et qu'elle fête son 100e anniversaire. Mais les gens autour d'elle, je crois qu'ils fêtent ses 86 ans, quelque chose comme ça. Donc du coup, bah, quand elle leur dit qu'elle a 100 ans, personne ne la croit.
Et à la fin, ça va se retourner contre eux du fait de ne pas la croire. C'est un petit peu une morale comme dans les contes pour enfants. J'ai bien aimé, mais c'était pas... Voilà, c'est pas ma nouvelle préférée. Ma nouvelle préférée est juste après, puisque c'est Agnès Le Digue. Le soleil devait être au rendez-vous dimanche. Voilà, j'aime Agnès Le Digue et j'adore Agnès Le Digue. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle et c'est la première nouvelle où quand je l'ai finie, je me suis dit non, je veux pas que ça s'immisce, je veux encore. Mais c'était fini, voilà. Il faut que je lise d'autres Agnès Le Digue, j'adore cette auteure et cette nouvelle était trop cool. Ça m'a un peu rappelé, on regrettera plus tard parce que c'est l'histoire d'un père et son fils qui devaient fêter l'anniversaire du fils dans un chalet de montagne, mais un orage survient et une grand-mère et sa petite fille vont les accueillir chez eux. Du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle. Ensuite, Marc Lévy, Accord nu. Alors là, pour le coup, je ne me rappelle plus du tout de ce que c'est. Ah si, c'est l'histoire c'est une espèce de romance en fait. Alors, je n'ai jamais lu de roman de Marc Lévy par pur anticonformisme. Voilà, tout le monde en lit, tout le monde dit que c'est génial, mais moi j'ai pas envie d'en lire. C'est comme ça. C'était sympa, mais ça m'a pas spécialement donné envie de lire du Marc Lévy. Donc je ne pense pas que je lirai de Marc Lévy. Je suis désolée pour tous les fans de Marc Lévy, dont ma mère fait partie. Voilà. Agnès Martin-Lugan, merci, la maîtresse. Alors en fait, j'ai démarré ce livre, ce recueil de nouvelles, pour cette nouvelle-là, parce que j'avais essayé de lire, j'ai toujours cette musique dans la tête d'Agnès Martin-Lugan. Donc, et j'ai pas du tout accroché à l'écriture, à la manière dont c'était raconté, j'ai eu vraiment du mal. Du coup, je me suis dit que découvrir une histoire complète, mais courte, écrite par elle, ça pouvait être cool. Et en fait, à la fin de cette nouvelle, je me suis aussi dit non, je veux pas que ça se finisse, encore, je veux que ça continue, mais c'était fini. Et du coup, j'ai pas du tout compris pourquoi j'avais pas du tout adhéré à l'écriture du livre. Donc il faut que je le reprenne et il faut que je le lise parce que si je n'avais pas acheté d'Agnès Martin-Lugan avant de lire cette nouvelle, je me serais dit il faut que j'en lise. Donc je vais lire le livre et j'espère que ma non-adhération à l'écriture était juste due à mon état personnel à ce moment-là et pas du tout à l'auteur et à l'histoire parce que ce serait bizarre quand même. C'est presque fini. Bernard Minier, l'échange. Alors j'ai quasiment pas lu cette nouvelle. C'est la nouvelle la plus longue et j'ai pas du tout adhéré avec la manière dont Bernard Minier s'adresse à nous. C'est aussi le cas pour la nouvelle de Romain Pertolas qui s'appelle Les 40 ans d'un fakir et la nouvelle de Yann Kefelec qui s'appelle Fuchsia. Ces trois nouvelles, j'ai pas du tout adhéré à la manière dont elles étaient racontées. C'est trois auteurs différents qui racontent leur histoire différemment. Mais j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé la manière dont ils me parlaient en fait, dont ils s'adressaient aux lecteurs et dont ils racontaient leurs nouvelles. J'étais perdue et j'ai pas du tout aimé. Du coup, ces trois-là, je ne regarde pas un grand souvenir, si ce n'est qu'il y a peu de chances que je lise les livres de ces auteurs-là. Malheureusement pour Bernard Minier, parce que je sais que c'est un auteur que beaucoup de monde aime. Du coup, j'ai attaqué la dernière nouvelle en me disant, ouais, ça va pas le faire non plus, laisse tomber, j'y arrive plus en fait, j'y arrivais plus. Et donc, la dernière nouvelle, c'est Franck Tillier, L'Asthénie, et franchement, j'ai adoré cette nouvelle. À la fin, je me suis pris une claque, mais monumentale. Il faut que je lise du Franck Tillier. Je sais qu'il écrit des thrillers et c'est pour cette raison que je n'ai pas encore acheté et lu de Franck Tillier. Mais après cette nouvelle-là, il faut vraiment que j'en lise parce que je me suis pris une baffe, mais monumentale à la fin. Je n'ai absolument rien vu venir. Alors vraiment rien. C'était vraiment cool. Et du coup, je pense que le fait de savoir qu'à la fin, risque d'avoir un truc aussi gros qu'à la fin de cette nouvelle-là, quand je vais lire un livre de Franck Tillier, ça me poussera à aller à la fin du livre, même si vers le milieu, je commence à me lasser et à me dire, ouais, bon, c'est un peu relou, comme ça l'a fait avec Arlene Coben. Mais là, comme pour Maxime Chatham et Franck Tillier, je sais qu'à la fin, il risque d'avoir un truc de fou, je terminerai probablement plus facilement, enfin, j'aurai plus de motivation à aller à la fin de leur histoire. Donc, je vais lire du Franck Tillier, c'est sûr. Bon voilà, mon début de lecture a été un petit peu long, peut-être qu'au montage j'aurais réussi à raccourcir un peu, mais je suis pas très sûre. En tout cas, si vous connaissez pas ça et si ou si vous l'avez et que vous l'avez pas lu, lisez-le, et si vous l'avez pas acheté, achetez-le parce que c'est vraiment une bonne action et ça permet de faire un don tout en ayant une contrepartie. Alors après vous pouvez faire un don sans avoir de contrepartie, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais du coup c'est une bonne action et pour tous les lecteurs je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, j'arrête de blablater. Comme d'habitude, faites une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!